Nous sommes plus de 7 milliards d'habitants dans le monde avec plus de 50% de la population vivante dans les milieux urbains. Chaque année, la population globale augmente d'environ 1,15%. La population urbaine ne diminue pas non plus. Avec une population qui ne cesse de croître, de nombreux problèmes surgissent, notamment la famine. La taille de certaines fermes diminue à cause des villes grandissantes et il devient difficile de satisfaire les besoins du peuple qu'avec les productions actuelles. L'agriculture urbaine est une des solutions à l'agriculture industrielle qui utilise beaucoup de produits chimiques pour produire en masse et fournir la nourriture à temps. L'agriculture urbaine encourage le peuple à produire leur propre nourriture pour une meilleure sécurité alimentaire et des aliments plus sains. La Corée du Sud est un pays très développé avec une population très dense dont environ 80% est urbaine. Ayant toute sa population concentrée dans une seule zone, le transport des aliments est long et cela augmente énormément l'émission de CO2. Le gouvernement coréen a donc voulu mettre en place un nouveau système, l'agriculture urbaine. En Asie, il s'agit du deuxième pays le plus avancé dans ce domaine. Séoul a réussi une bonne transition agroécologique et le niveau de vie de ses habitants a été amélioré par ce nouveau système. Mais est-ce que cela est envisageable sur Genève ? Pour mieux comprendre à où en est la Corée du Sud dans l'agriculture urbaine et comment l'adapter au système genevois, nous rendre en Corée était donc la meilleure solution. À Séoul, beaucoup de projets sont en cours et le gouvernement coréen prend plusieurs nouvelles initiatives afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens. L'un d'entre eux s'agit du pont Séoulo qui a été inauguré l'année dernière. Nous sommes donc allés interviewer la manager générale. My name is Rachel E. and I'm the General Manager of the Seoul 7017 Tourist Information Center. Nice to see you. First of all, this project started maybe 2 years before. I'm not sure about that, but this overpass park is open for the public in last year, May 20. So it just passed the 1 year. Okay, first of all, the biggest problem is, as I said, this bridge built in 1970, and it had the safety problem. The first and basic problem is the safety one. So this bridge got the D level from the government. So actually, it cannot work anymore for the car road. So Seoul Metro government, Seoul Metro City. Have to decide to destroy it or to reuse it. And Park Won-sun, the mayor of the Seoul city, he tried to change the road for the people to connect these two towns. Actually, as you see, this road we call it Taegyeoro. There is very developed city like Myeongdong, and there is a lot of the building and the office. So many people gathering and really bright and safe. But the other side, we called it Manli-dong and Cheonpa-dong. There's a town name. They were kind of the undeveloped places because there is behind of the Seoul station. So quite dark and a little unsafe for the people. And people need to a little change and as you know, people want to live in a safe place. So the mayor Park think about if the people walk through this road, and this is kind of the connection, and also many people moving over there, and their town also have to develop it for the people who visit there. And I saw that there are many lights at night Yes. and there are many like green. Yes. So this is also the idea of the mayor, or did like other people think about it?
So people try to, the Seoul government city try to change and reuse this bridge. We have to, how can I say? So there is have the model like there is New York, there are Highline Park, which is the same base, which have the railroad but change the park. So make Seoul government city want to make it like that. The bridge is very long and Yeah. very big, so I wonder how you take care of it. So there is actually this overpass park is running by the Seoul government city and also citizens around in here. So governments try to plant and take care of their trees, and also the volunteer also take care, and also they have some kind of the activity to explain this road for the other public. And also there has a company named Tree Planets. They are a company who donated from the people, and usually when people donated something, they use the money for the children or the poor country. But this company use the money for the trees and make the forest in the city. So when you go into the upside, they have the tree pot, and some tree pot has a card, and there is a name who donated the money. Yeah, so governments, citizen, and company also take care of this whole system. Yeah, this bridge. And are there many citizens who volunteer to take care or not that many? At the first time, we need too many people to take care of it because this is the first time to make it, and we don't know how to care about it. Actually, we cannot expect it how the trees and grasses grown up. So the first time is many people have to take care about this bridge, but after 1 year, so we know our own know-how. So the might be this year is less than last year, but also have many volunteers work around in here. Yes. And do you have many visitors? Like, is this a famous bridge in Korea, or is this like everyone knows about it, or not everyone? I think now most of Seoul citizens know about this bridge because there are many advertisements also. But Okay, so do you think that it improves the city life and the life of the people who live here? yes, It is. yes, And I. how does Yeah, there is a very good evidence, I think. So there is a family. They have two children, and one is might be 4, and the other one is 2, and they live the west side of the bridge, and they usually come our center, visit our center, and usually say when this bridge not built it, the town is quite dark and there is many cars, but is people doesn't work in there, so they feel not comfortable. But after make this bridge, they have to park. To after their dinner, they walk through this park and also have to exercise. They have the chance to go to the market directly. Before they have to go around this. It might be about 30 or 40 minutes. It might be this short. You make the short, maybe 15 or 20. So they said it bridge change their lives. So when they live there. And do you think that if there are more projects like that, it would be better? Or if in Seoul, since it's a big city, do you think that we should have more projects like that? Like making bridges or having more green? Yeah, definitely I agree that. So, because as you know, Seoul have actually not many parks inside of Seoul City, and these days the air gonna be the worst, and people need to find a place to rest and also have some back to the natural. So now these days Korean people is very good. Many people go to the camping or hiking, and also have their start using the outgoing activity like the windsurfing in the Han River. So I think this is one of the evidence the Seoul government citizens also need to their own
natural life in their urban city life. So maybe one of the make more part will be make people's life more, how can I say, better. Remember to visit this center, but if you want to know how many people use this Google Passport, right? Maybe 10 million people. 10 million. Yeah, so maybe the 10 million people visit last May this year, so might be over the 10 million. One of the things I want to improve is I hope to do more trees in this street, and maybe this are same opinion from the many people. So the government tried to make the more trees on the square and also take care of a lot of the grass is gonna grow up. So maybe I think it's gonna be the better. Okay. Thank you so much. Thank you. Merci. Seolo est un parfait exemple des initiatives du gouvernement coréen, mais qu'en est-il des citoyens? Nous avons participé à un festival dédié à l'agriculture à Séoul, où les agriculteurs locaux ont la chance de partager leur production. Nous avons pu observer un groupe grandissant d'agriculteurs urbains indépendants. Sur place, nous avons interviewé Roydon, qui est un petit restaurateur local. I close restaurant every Sunday, Monday, and Monday is my day of the farming. The reason I'm doing the farming is that I'm more into hyper local cuisine, which is very much like local wise, like a super local kind of cuisine. And like my biggest dream is to have a farm to produce my own thing to cook. So basically, I want to start from the soil to the table. That's why I'm on the farming, and that's why I'm doing it. No, farming, I've been doing farming on and off. Basically, I've learned, I wanted to learn farming, so I was in France, and I did OOF. OOF is the worldwide organization for the organic farmers. They are basically exchange for food and the living habits and all that, and exchange for that, you work for 6 or 8 hours a day. That's what I did, volunteer work, but meantime I'm learning farming. Après les avoir interviewés, nous avons remarqué que leur vision sur l'agriculture urbaine est différente. D'une part, nous observons une citoyenne qui est engagée pour une amélioration d'une ville durable, et d'autre part, une personne qui utilise l'agriculture urbaine pour avoir une qualité de nourriture supérieure. Notre expérience en Corée nous a montré que si une population et son gouvernement prennent des initiatives pour l'amélioration de la ville du côté environnemental, plein de projets innovateurs fleurissent. Mais l'application de ces méthodes sur Genève ne sera pas simple. En effet, le milieu socio-économique n'est pas le même, mais est-ce que cela est réellement impossible? De nombreux projets ont été lancés à Genève. Partant d'activités de découverte, Genève introduit petit à petit les méthodes pour obtenir une ville durable, dont l'agriculture urbaine. Une petite production privée a même pu être lancée. Monsieur Rodriguez possède une petite parcelle dans les jardins familiaux de Villars à Bouchet. Il nous présente son activité et comment il l'intègre dans sa vie quotidienne. Ici, je cultive un peu de légumes et de salades pour la famille, pour manger plus de qualité. Là, je ne fais pas que ça c'est juste pour le temps disponible pour le week-end et pour passer un petit peu de temps après mon travail. C'est surtout pourquoi vous passez du temps ici après votre travail, vous trouvez ça relaxant? Je trouve ça amusant et ça m'aide. Avant d'être devant la télé, je passe ici mon temps avec la famille.
Et depuis combien de temps vous faites cela et qu'est-ce qui Ça- vous a poussé à commencer? Ça fait 5 ans que je suis là et, ça, j'y viens juste pour me faire plaisir et et une fois que je suis né dans ce domaine, ça m'encourageait de prendre cet espace. Et comment vous avez su, vous avez des jardins familiaux ici par des personnes? À travers des copains, des collègues de travail, tout ça. Ils ont encouragé aussi. Et bien sûr, on aime bien certains produits qui sont très bien. On cultive le produit qu'on aime plus, quoi. Mhm. Et est-ce que vous pouvez nous dire les différents avantages et désavantages d'avoir un jardin comme ça? Oui, on a beaucoup d'avantages. On passe des bons moments avec des copains, avec des voisins, avec de la famille. Et on passe de belles moments, de belles soirées. Que vous aimez bien entretenir votre jardin? Mais bien sûr, on aime bien être à peu près bien soigné, bien entretenir le jardin et c'est ça que c'est important. Monsieur Rodriguez nous montre son enthousiasme concernant son activité qui ne repose pas seulement sur la production de légumes, mais également des liens sociaux. Et même si Monsieur Rodriguez est un seul petit acteur, il contribue à l'implantation de l'agriculture urbaine à Genève. Ensuite, Mathias nous présente une production urbaine spécifique par son association sur Genève. Je m'appelle Mathias, je travaille dans une association qui s'appelle Les Artichauts et on produit des plantons, donc des jeunes plantes de légumes dans les serres dans le parc Beaulieu, principalement pour les livrer à des maraîchers qui font de l'agriculture contractuelle. Donc, comme des gens de cocagne, qui ont surtout des abonnements avec des paniers, mais pas uniquement. Il y a d'autres maraîchers qui font de la vente à la ferme. Et on fait aussi des plantons qu'on vend au public au printemps, dans un marché de plantons, donc à la pièce. Et à côté de cette activité de production, on a des activités didactiques avec des classes d'école. Voilà, mais donc le gros de notre activité, c'est la production de plantons, donc plantons de maraîchers, de plantons de légumes. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer cette association? Ben, surtout l'opportunité en fait, parce qu'il y a donc là on est dans un parc où il y a une installation de production horticole qui appartient à la ville de Genève. Donc, il y a le service des espaces verts qui s'occupe des parcs et qui avant cultivait des plantons de fleurs dans les serres. Et il y a 10 ans ils sont partis, et donc ils ont laissé l'endroit vide. Et donc nous on a vu l'endroit, on est complètement amoureux du site et des potentialités qu'il peut y avoir avec l'outil de travail. Donc, est-ce que votre association a été subventionnée par l'État ou est-ce qu'à la création, peut-être l'État vous a aidé à lancer le projet? Alors l'État non, la ville de Genève oui. Alors, d'une part parce que comme on est dans un parc, la ville de Genève nous aide, nous mettre les lieux à disposition. Et au moment où on a lancé l'association, on a eu un don de la ville de Genève pour les investissements, et puis après un don de la loterie romande et un don d'une autre fondation. Et la ville de Genève nous aide depuis le début en nous donnant une subvention au fonctionnement, mais qui est de plus en plus petite alors que notre chiffre d'affaires est de plus en plus grand. Donc notre taux d'autofinancement est grandi. Au début c'était même pas la moitié, maintenant on peut être à 90%. Donc maintenant au niveau de l'agriculture urbaine sur Genève, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez peut-être qu'il y en a assez, il faudra en faire plus, ou est-ce qu'on est sur une bonne voie de développement? Ben, l'agriculture urbaine c'est cool, mais ça reste de l'agriculture. Et ce qui est très intéressant avec cette mode de l'agriculture urbaine, c'est justement qu'elle se rapproche des gens. Ouais. Je pense que le potentiel de développement en termes de production, il est assez faible.
c'est pas, et c'est d'ailleurs pas l'idée. C'est pas en produisant plus dans des structures urbaines qu'on va réussir à plus avoir besoin d'aller à la micro. Ah oui, bien sûr. En revanche, le lien qui se renoue avec ce que c'est qu'un légume, la saisonnalité, ce que ça implique, la capacité à s'autonomiser, apprendre les techniques, faire des semences, avoir du plaisir à le faire, manger ce qu'on fait, s'intéresser à la qualité des produits qu'on mange, et ben ça amène un bien meilleur rapport à l'alimentation. Et ça, c'est des questions qui sont extrêmement riches. Et de ce point de vue-ci, ben, je pense que c'est des activités qu'il faut énormément encourager. Est-ce que c'est assez présent à Genève? Avec tout ce que je viens de dire, la réponse c'est non. Et surtout, est-ce que le potentiel il est exploité? C'est surtout ça. Parce que nous, on travaille dans un parc, donc quelque part tout l'espace qu'on utilise pour cultiver, c'est l'espace qui n'est pas utilisé pour jouer dans l'herbe. Donc on ne voudrait pas faire beaucoup plus de surface de culture. Par contre, tous les toits plats, toutes les pelouses d'immeubles à caca de chien, tous les terrains vagues, enfin il y a pas mal de potentialités qui pourraient être encouragées, soit par des politiques publiques, soit par des politiques d'autogestion. Et c'est assez timide par rapport à ce qui se fait par exemple à Lausanne. Nous, clairement notre démarche, au-delà de simplement une démarche de production, au niveau politique, on est vraiment dans une direction sur l'autonomisation des outils de production, justement le fait que ce soit les gens qui fassent les choses et pas des compagnies qui fassent des choses pour eux et qui gardent la plus-value ou alors qui décident de ce que les gens vont manger, et sur la question des variétés anciennes, des variétés reproductibles, de la diversité génétique, de l'accès à avoir une biodiversité qui soit de la plante cultivée qui soit stable et qui soit adaptée au terroir. Donc nous c'est vraiment les deux grands axes. Et alors, c'est pas incompatible avec la production de masse. Et l'idée c'est pas non plus de se substituer à la production de masse. Mais disons, pour le dire simplement et gentiment, on va dire que les politiques générales de la production de masse vont généralement pas tellement dans le sens justement des variétés locales qui sont adaptées à un terroir, ni des outils d'autonomie pour que les gens puissent s'accaparer ça eux-mêmes. Après, on peut pas, c'est pas noir ou blanc, hein, on peut faire des fermes verticales collectivisées, associatives, où on travaille sur des variétés anciennes. Après, moi, là, c'est du romantisme, hein, mais moi je trouve que les légumes, c'est cool quand ça pousse dans la terre. C'est sûr. Mais ça, voilà, le hors-sol, c'est un truc. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que moi, ça m'amuse pas. Voilà, les avantages et les désavantages, ouais, comme je le disais, les avantages, pour moi, ils sont évidents en termes d'accès, en termes de variété d'accès, en termes de plaisir aussi, parce que je crois que quand même les tomates qu'on a fait pousser soi-même sont nettement meilleures que celles qu'on achète à la maison. Déjà parce qu'on les a fait pousser soi-même, et en plus parce qu'elles sont meilleures. Et puis les désavantages, c'est plutôt des limites. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de désavantages à faire de l'agriculture urbaine. Par contre, je pense qu'effectivement, il ne faut pas se dire « Ah, c'est génial, on va se débarrasser du problème du modèle de production », parce qu'il n'y a pas assez de place. On commence à produire en février, et le gros pic de production, c'est mars, avril, mai. Mais après, on continue à faire des plantes. Donc le marché, il est ouvert jusqu'à mi-mai. Mais après, on continue à produire pour les maraîchers jusqu'à mi-novembre. Donc, on est encore en train de produire. Je peux vous montrer des plantons. Des plateaux dans lesquels il y a des mottes de terre pressées du volume désiré. Donc, soit on a évité le semoir, c'est directement semé dedans. Sinon, on fait le semis à la main. Et après, on met en serre, puis les plantes germent, et après elles poussent, et après on les amène au maraîcher et les plantes. Mathias nous montre une autre approche de l'agriculture qui servirait plus pour les liens sociaux et pas forcément pour une production importante. Cette année, Alternatiba est la 4e édition d'un festival visant la sensibilisation du peuple. Celui-ci contribue à l'émergence d'un autre modèle de développement pour notre région et la planète. La ferme du Lignon y tenait un stand et nous avons pu leur poser quelques questions concernant les méthodes qu'ils utilisent pour entretenir leur ferme urbaine. Alors
Alors nous, à la ferme au Lignon, en fait, on a deux, enfin dans la partie agricole, on a deux activités principales. On a les poules, on a un poulailler de poules en plein air, et puis on a 900 poules. Ce qui est très petit, hein, ça paraît énorme, mais à l'échelle de producteur d'œufs, c'est tout petit. Il y a un deuxième producteur à Genève qui a Céline. Lui, il en a 10 000. Ça paraît... c'est tout petit. Et à côté de ça, on a des jardins maraîchers. On produit à peu près 35-40 légumes différents. L'idée, c'est de faire du biologique, donc on ne met pas de pesticides du tout. Enfin, on cultive, on fait notre propre terreau, on fait des traitements, mais qui sont des traitements dans le cadre bio. En fait, on utilisait à faire avec du savon noir, avec des choses comme ça. Et en fait, on fonctionne sur butte permanente. Bon, là, j'ai pas de photo pour vous montrer à quoi ça correspond. Mais une butte permanente, si vous voulez, c'est une petite butte qui est toute en longueur comme ça, qui est pas très large, on appelle ça de largeur. Mais il y a un chemin à côté. Ça, c'est une butte permanente. Et en fait, nos jardins, ils sont organisés sur ce système-là, où chaque année, on fait tourner les plantes. Juste dans votre butte, c'est juste de la terre ou... Non, il y a les légumes qui poussent dessus. Si vous voulez. Dessus, c'est une mais en butte dessous, comme ça, et dessus, vous avez les légumes qui Et en poussent. dessous, vous avez, enfin, il y a d'autres techniques qui sont utilisées pour peut-être rendre plus fertile la butte. Pas du tout. Alors oui, on a mis du terreau, on fertilise, et puis au moment où en fait on cultive plus, donc on enlève parce que c'est la fin de saison de la culture qui est sur les buttes, à ce moment-là on met des engrais verts. C'est-à-dire que c'est des plantes spécifiques, comme la facélie, puis il y en a d'autres, qui permettent en fait de recouvrir le sol si on ne replante pas, parce qu'il ne faut jamais laisser un sol à nu, en fait, parce que sinon il va se déshydrater, et l'hiver il va être complètement abîmé par les intempéries, tout ça. Et ça permet en fait de fertiliser le sol pendant toute cette période-là où on ne fait pas de plantation de légumes. Ça permet d'amener de l'azote, différents nutriments. Et au printemps, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe cet engrais, enfin ça fait ces plantes, c'est à peu près comme ça. Et puis on les laisse sécher. Alors soit on les utilise après dans notre terreau, enfin dans notre compost, qui après s'appelle du terreau. Soit on les remet directement dans la terre et puis ça met directement, en fait, elles vont pourrir dans la terre et puis apporter également encore des nutriments au moment où on va commencer les plantations. L'idée c'est vraiment de produire sur petite surface parce qu'on a que 3000 m² de surface agricole qui est petit parce qu'on a une ferme urbaine, on est quand même entouré par les bâtiments de Lignon, voilà. Et puis de produire quand même une grande variété, d'avoir un maximum de biodiversité, et puis que le sol il s'améliore en fait avec le temps. On ne l'appauvrisse pas, au contraire. Alors nous on est totalement indépendants, on a une ferme urbaine privée, on va dire qu'on est peut-être l'unique sur Genève parce que tous les autres la plupart du temps sont subventionnés ou sont des initiatives qui sont menées par la ville ou par le canton. Mais depuis quand enfin elle existe cette ferme? Alors cette ferme elle existe depuis très longtemps, nous on l'a reprise, mon compagnon il l'a rachetée en 2007, mais on a une double activité au sein de cette ferme, donc on a la partie agricole et on a la partie événementielle, puisque dans le bâtiment en fait, principal, vraiment un des plus anciens bâtiments, on a fait des rénovations, mais on l'utilise plus, il n'a plus de fonction agricole directement ce bâtiment, parce que voilà, les techniques ont changé, on fait différemment. Donc on a une énorme grange qu'on n'utilise plus parce que de toute façon il n'y a plus de surface pour stocker des tonnes de foin. Donc ça on l'a complètement réhabilité, on en a fait une grande salle pour des événements type mariage, soirée. Puis au rez-de-chaussée les anciennes écuries, on a gardé en fait les mangeoires des vaches, mais nous on n'a pas de vaches. Et on l'a aussi, on le réutilise aussi comme espace, on accueille des entreprises pour des séminaires, des espaces aussi pour des événements. On fait également des visites pédagogiques pour les écoles, pour leur faire découvrir qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui une ferme en ville et puis comment poussent les légumes parce qu'on se rend compte que les enfants ils n'ont pas forcément. Ils voient les légumes en sachet à la micro, mais ils ne savent pas trop comment ça pousse ni comment. Enfin, il y a plein de choses à faire. Il y a eu une grosse perte de connaissances du fait de l'urbanisation. Il y a énormément d'enfants qui ne sont plus du tout en contact avec la nature. Ils ont perdu totalement ce lien-là. Donc, nous, évidemment, on travaille aussi en collaboration avec le service de l'agriculture. Et
puis là, ils sont sur un projet pilote où ils aimeraient mettre en place justement des cours sur l'alimentation dans les fermes urbaines. On fait partie d'un projet pilote parce qu'on est en place. Là, ils vont nous financer des cours pour que nous on puisse se former, pour peut-être donner des cours plus sur les techniques en fait, de conservation, des choses comme ça. Voilà. Mais actuellement, enfin, voilà, on est un peu au début. Tout ça. Avec le petit chemin entre, la totalité, c'est ce qu'on appelle une planche permanente. En fait. Genève, non différente de Séoul, présente des citoyens avec des buts différents concernant l'agriculture urbaine. Nous avons effectivement un citoyen qui prend plaisir à entretenir son petit jardin et retrouver ses amis et voisins après le travail. Un autre qui aimerait trouver l'équilibre entre l'agriculture urbaine et l'espace vert. Et enfin une fermière urbaine qui souhaite renouer les liens entre l'homme et la nature afin de consommer plus de produits bio. Chaque personne interrogée a contribué à l'agriculture urbaine à différents niveaux en fonction de leurs propres expériences publiques et privées. L'intégration d'une agriculture urbaine à une échelle plus importante à Genève n'est pas impossible. Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter de copier le modèle coréen car l'histoire du pays et la culture ne sont pas les mêmes. En effet, cela procure des points de vue différents à propos de l'importance de ce domaine et ce qu'il peut rapporter de plus à la ville.